Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à tous. Bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup. On a une semaine un petit peu en gruyère, donc on a beaucoup de temps libre, c'est pas mal. Ça fait toujours plaisir, tous ces fériés. Il faudrait ça tout le temps. J'avoue, il faudrait ça tout le temps, surtout que ça nous permet d'enregistrer en semaine, ce qui est quand même c'est plus sympa, quoi. C'est plus confort. Mais du coup, j'ai été quand même un homme très fidèle cette semaine. J'ai joué qu'à un seul jeu. J'ai joué à Stellar Blade, bien sûr. Donc je m'éclate vraiment. Je suis impressionné par la densité du jeu. Je pensais que ce serait un jeu assez court, tu vois, mais en fait, je pense qu'on est parti pour bien une trentaine ou quarantaine d'heures de jeu, vraiment, avec tout le contenu qu'il y a. Donc, belle surprise. Mais en tout cas, ouais, je m'amuse beaucoup. Plutôt cool. Bah, moi, écoute, j'étais voir La Planète des Singes aujourd'hui. C'était génial. Je pense en faire mon hors-sujet la semaine prochaine. Je vais voir, en tout cas, pour être dans la continuité du premier film que j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai commencé un petit jeu comme ça, qu'on m'a conseillé, et du coup, j'ai pas vu le temps passer. J'ai joué 3 heures. J'ai joué à Dave the Diver. Un petit jeu indépendant sur Switch, en fait, où t'es un pêcheur, tu vas pêcher tes poissons pour les vendre dans ton restaurant de sushi juste derrière. Donc jeu en pixel art, dit comme ça a pas l'air foufou, mais c'est addictif. Ouais, très bien. J'ai passé beaucoup de temps, 3 heures, une soirée dessus, quoi, donc c'était vraiment sympa. Je suis toujours sur Helldivers 2, bien sûr, que je continue. J'ai reçu mon collector de Sandland qui est trop magnifique. Je suis trop content. Il a mis du temps à arriver, mais je suis vraiment pas déçu en tout cas. Et le jeu aussi est plutôt cool. J'ai vu également que Kona 2 était arrivé sur le Game Pass. Alors j'ai pas joué longtemps, j'ai joué une demi-heure juste pour voir, parce que tu te rappelles, c'était une de mes toutes premières chroniques. Et je suis à la toute fin de Dragon's Dogma 2. Donc je pense qu'il devrait être fini cette semaine, vu qu'on a un grand week-end, là, ça sera l'occasion. Donc une de tes prochaines chroniques aussi, certainement. Exactement. Qu'est-ce qu'on a prévu pour cette émission ? Alors, cette semaine, en actualité, ça va être 2 dossiers. On va parler d'Xbox, on peut pas passer à côté de l'actualité forte de la semaine, et Helldivers 2, donc ça c'est l'actualité du week-end dernier, qui s'est quand même fait très vite éclipser du coup par Xbox, mais on va faire ces deux dossiers parce que c'est des actualités assez denses quand même. Sur la chronique, tu vas nous gâter parce que c'est Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch, donc notre plombier préféré, mais pas le bonnet rouge, plutôt le bonnet vert. Et en sujet hors sujet, une bande dessinée qui s'appelle Délivrance. Et c'est quelque chose cette BD, faut absolument qu'on en parle. Tu m'en as déjà un petit peu parlé, c'est vrai que ça me tente beaucoup également, donc j'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus. Ça sera mon premier jeu Switch que je vais tester, tu te rends compte ? Oh, émotion. Et en plus c'est un auditeur, c'est Alex qui m'a prêté le jeu carrément, et il m'a dit vas-y, il faudrait que tu le testes, et voilà, donc en tout cas big up à lui, merci. Big up. Donc c'est parti, on attaque pour les news. Allez. Carton rouge pour Microsoft, on commence fort. Bon, déjà vous le savez, vous avez forcément entendu parler, Microsoft a fermé toute la branche de Bethesda Paris dernièrement, donc qui était chargée des traductions et de la communication du groupe Bethesda en France. Donc bon, déjà pas cool, ça faisait beaucoup de personnes quand même qui travaillaient là-bas qui se retrouvent sur le carreau, mais c'est pas tout, ils viennent de fermer actuellement 4 studios, donc je vais vous détailler un petit peu les studios en question. Donc il y a Tango Gameworks qui était connu pour ses jeux d'horreur comme Evil Within, et le jeu Tokyo Pépite. Non, je croyais que tu allais dire Ify Rush. Tu sais, le fameux jeu Tokyo que tu devais nous tester là, d'ailleurs, on attend toujours. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai oublié son nom, j'avoue. Tu m'as fait bugger avec le Tokyo, mais je sais plus. Attends, c'est quoi alors moi je l'ai noté, mais je l'ai effacé sans le faire exprès. Donc c'est un jeu Tokyo qui était pas ouf. Et derrière, surtout le fameux Ify Rush qui lui a été très bien accueilli par les joueurs, mais également par la critique. Donc malheureusement, tous les projets futurs du studio ont été annulés. Cela a laissé de nombreux fans déçus et incertains sur l'avenir de ces 2 IP. À noter que c'est le seul studio japonais de Microsoft. En tout cas, c'était le seul studio japonais de Microsoft. Derrière, on a Arkane Austin qui était en train de travailler sur un mode en ligne pour Redfall et de nombreuses mises à jour comme le contenu d'Halloween. Donc cela signifie que Redfall ne recevra plus de mises à jour et restera dans l'état actuel. Les serveurs du jeu resteront ouverts
pendant un moment, mais il est prévu qu'ils ne resteront pas indéfiniment, hein, forcément. Pour les joueurs qui ont acheté la version collector à 110 € ou même le Hero Pass, qui était vendu également dans une édition premium, le Beat Black exactement, ils pourront bénéficier d'un remboursement. Un portail dédié à on va dire à ces remboursements sera bientôt mis en place, en tout cas. Il y avait beaucoup de mises à jour qui ont été faites sur Redfall. Je sais pas si tu te souviens, on s'était un peu moqué parce que c'était la débâcle à sa sortie. Et le jeu s'était vraiment amélioré dernièrement, donc ça n'empêche que le jeu avait toujours quelques lacunes, en tout cas, mais le jeu s'était bonifié et des gens commençaient à revenir dessus, donc là, c'est fini pour Redfall. Ensuite, on a Alpha Dog Games, qui est un studio spécialisé dans les jeux mobiles. Leur titre mobile, Mighty Doom, qui était a priori une grosse purge, n'a pas su séduire, et tous les projets qu'ils avaient en cours également ont été annulés, et le jeu sera carrément retiré des stores prochainement. Donc non seulement il ferme, mais en plus... ils virent carrément le jeu, il n'a pas existé. Ils ont fait une ruse de Jedi. Et pour finir, on a Roundhouse Game qui a été fermé et toute l'équipe a été transférée vers Zenimax Online Studio pour travailler sur The Elder Scrolls Online, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'a fait ce studio avant, j'ai un petit peu cherché, j'ai pas vu grand chose en tout cas, donc je saurais pas dire si c'était quelque chose d'intéressant ou pas. La décision de Microsoft de fermer ces 4 studios de développement a été accueillie d'une manière assez vive de la part du public et Twitter s'est enflammé assez rapidement, on va dire. Il y a beaucoup de médias spécialisés qui ont accordé leur soutien à ces studios, à ces personnes qui vont soit se retrouver au chômage, soit être recasées ailleurs. Et les nouvelles ont été particulièrement difficiles pour les fans des franchises développées par ces studios, notamment Hi-Fi Rush, qui avait commencé, mine de rien, à se faire une petite communauté. Le jeu arrivait sur PlayStation 5 également. Beaucoup de personnes imaginaient aussi une série dérivée, parce que c'est vrai que le jeu s'y prêtait. Arcanosine aussi, il y a beaucoup de joueurs qui ont exprimé leur déception et leur inquiétude sur l'avenir du jeu qu'ils aiment. Alors Arcanosine, c'est pas les créateurs de Dishonored. Ils ont fait Prey, mais c'est vrai que Dishonored, c'est un jeu qui a été développé en France, c'est Arcane Lyon, je crois, de mémoire. Et celui-ci continuera de toute manière. Mais en tout cas, la stratégie de Microsoft, soi-disant, où ils visent à se concentrer sur des projets plus importants et surtout des marques plus prestigieuses pour gagner des prix, entre guillemets, c'est un peu mal barré en fait. Parce qu'on voit qu'Hi-Fi Rush fait partie de cette catégorie-là. C'est du jeu à moyen budget qui a eu un très bon retour public et critique. Un jeu qui pourrait être primable, concrètement. Et là, ils décident de fermer des studios alors qu'ils ont déjà pas beaucoup de jeux en développement et même en sortie prochaine. C'est quand même un gros coup de massue pour l'industrie. Des personnalités de l'industrie ont également pris la parole pour dénoncer le traitement des développeurs, mettant en lumière le manque de considération pour les personnes qui sont au cœur des créations de jeux. En somme, cette série de fermetures a non seulement affecté les employés concernés, bien sûr, mais a également eu un impact négatif sur la réputation de Microsoft dans le secteur du jeu vidéo. Là, actuellement, il y a des gens qui boycottent Microsoft, qui veulent, pareil, brûler leur console, la revendre, tout arrêter. Ouais, après, c'est la honte pour Xbox. Microsoft est l'entreprise la plus riche au monde. Et je pense que quand on a autant d'argent, on peut sauver ses studios et surtout que les belles paroles de Microsoft ou d'Xbox, qui finalement on se rend compte étaient des mensonges sur toute la ligne, de racheter pour permettre à ces studios de s'épanouir, de faire plein de belles choses. C'est créatif, comme il disait. Phil Spencer a quand même dit que c'était très important pour Xbox d'avoir un studio au Japon, d'avoir une implantation au Japon, et c'était le studio Tango, du coup, qui avait fait Ghostwire Tokyo. Je l'ai retrouvé. Ghostwire Tokyo, ouais. Voilà, c'est ça. Non, mais en fait, c'est un GAFA. C'est Xbox et Microsoft n'ont jamais été l'ami des créatifs, et maintenant on le sait. En plus, là, ils enchaînent les déconvenus en termes de communication. Matt Booty, qui est quand même très très haut placé chez Xbox, qui qualifie ça, il l'a dit, je cite, on s'est étalé comme du beurre de cacahuète sur une tartine trop grande. Donc voilà comment Xbox traite ces développeurs qui viennent de licencier ces créatifs. Donc on se rend compte que dans les rachats qui ont été mis en place par Xbox, il n'y avait pas de planification, pas de renforcement du top management, aucune préparation finalement à l'intégration de ces très gros rachats. Donc oui, enfin, tu as dit carton rouge, et je peux évidemment que te rejoindre, c'est la honte même pour une entreprise comme celle-ci. Et pour moi, c'est le genre de décision qui ternissent durablement l'image d'une marque. Et ouais, franchement, c'est pas bon pour eux, quoi. Ils sont vraiment dans une très très mauvaise période, mais on va pas les plaindre, c'est plutôt les personnes qui se sont fait virer du jour au lendemain, qui s'y attendaient pas, parce que comme tu l'as dit, ils avaient des projets en plus en cours, ils s'investissaient.
C'est à eux qu'on pense évidemment parce que oui, c'est tragique. Enfin, comment on peut justifier de virer les gars qu'on fait Ify Rush, quoi? C'est à peu près le seul jeu d'Xbox récent qui a eu un aussi gros succès d'estime surtout. Après, surtout quand tu vois la marque Xbox qu'elle est devenue, tu vas avoir Halo Infinite qui est quand même sorti cassé, tu vas avoir Starfield aussi qui est sorti cassé, malgré que moi c'est un jeu que j'ai apprécié, mais bon, il a des mises à jour en continu, c'est à se demander si on n'a pas joué une Early Access. Derrière ça, on a le dernier Forza aussi, qui n'a pas plu et qui est sorti buggé, où ils ont dû faire pas mal de mises à jour. Donc que fait Microsoft? Toutes leurs grosses licences, ils sont en train de les sortir dans un état déplorable. Alors est-ce que c'est de la faute du Game Pass ou quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'inquiète pour le prochain Indiana Jones. Derrière ça, également, Redfall, c'est Microsoft qui a poussé pour que le jeu sorte. Oui. Donc, développé par Arkane Austin. Le jeu est sorti beaucoup trop tôt. Même les développeurs l'ont dit. Ils espéraient même que le jeu soit annulé tellement ils savaient qu'ils allaient droit dans le mur. Et derrière, ils se font fermer. Sauf que, du coup, c'est pas Microsoft qui va porter le chapeau d'un jeu aussi mauvais, mais ça va être les développeurs d'Arkane Austin. Alors qu'au final, ils ont juste suivi les ordres pour faire un jeu à service populaire et à la mode, comme s'il suivait un algorithme Netflix. Et oui, là non, que va devenir Microsoft? Ça va se demander s'ils veulent pas arrêter le jeu vidéo en fait, ou tout simplement devenir éditeur tiers par la suite. Mais en tout cas, oui, moi je suis quand même un défenseur de la marque Xbox, je m'en suis jamais caché. Mais là, je suis vraiment dégoûté en tout cas. Surtout que moi je pouvais reconnaître, c'est vrai que j'avais plus un ADN PlayStation par mon passé, bien que une de mes consoles préférées reste la Xbox 360, qui est l'âge d'or pour moi d'Xbox, et c'était une période. Enfin, j'ai trop kiffé cette console, mais ils avaient quand même, je trouve, par l'intermédiaire de Phil Spencer, une image assez cool, qui sont complètement. Enfin, ils avaient un capital sympathie. C'est plus ça que je voulais exprimer, un capital sympathie où j'ai l'impression qu'ils font absolument tous les moves pour desservir cette valeur ajoutée qu'ils avaient, et c'est extrêmement dommage. Et peut-être que oui, une des raisons, tu l'as dit, c'est le Game Pass. En tout cas, ils sont pas satisfaits. Ils le disent eux-mêmes de la rentabilité du Game Pass, alors que bon, ils nous avaient dit que c'était rentable, mais finalement, ça l'est peut-être pas autant. Et le modèle économique est compliqué. Donc là, je vais citer Jim Ryan, qui a pris sa retraite, qui doit regarder tout ça de très loin, mais il avait dit « Le Game Pass n'est pas l'avenir du jeu vidéo, ça sera sa chute. » Et peut-être que c'est ce qui est en train d'arriver à Xbox, ce que je ne souhaite par contre absolument pas, et ça je le redis, même si j'ai pas forcément un affect énorme pour Xbox, je pense que c'est important, ils ont leur place, mais ils devaient avoir cette place de leader qui poussait les studios vers le haut plutôt que de tirer toute l'industrie vers le bas comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Oui, puis ce que je vois aussi, c'est que là, à mon avis, Phil Spencer est sur le départ, donc il est en train de cramer la baraque pour mettre une nouvelle personne et repartir sur d'autres bases, en mode ça c'est l'ancien Microsoft, c'était Phil Spencer, et donc c'est peut-être aussi tout simplement un coup de com' stratégique, certes dégueulasse, mais tu sais, en mode Jedi, tout ça c'était avant, ça n'est jamais arrivé, maintenant le nouveau Microsoft arrive, et je serais pas étonné quand on voit les nouvelles têtes d'affiche qu'ils mettent de plus en avant lors des Microsoft Developer Direct. Est-ce que c'est ça tout simplement leur but, c'était de liquider un maximum pour repartir de zéro? À voir. En tout cas, je suis pas adepte de théorie du complot, mais venant des GAFA, ça m'étonne. En tout cas, comme on l'a dit, on pense évidemment très fort aux équipes qui se sont fait jeter, qui ont reçu un petit sac à dos. Par contre, j'ai vu ça sur Twitter, ils ont quand même, Xbox a offert à leurs salariés des sacs à dos et des t-shirts Xbox pour les remercier en les licenciant. C'est quand même 1900 personnes a priori ont été licenciées. Ouais, non, mais vraiment, c'est un carnage. Ouais, c'est vraiment le choc. C'est vraiment, c'est compliqué. Eh ben, écoute, partons sur mon sujet, Helldiver, qui devait être le drama de la semaine, mais là je me suis fait complètement éclipser par ton dossier et par Xbox, parce que c'est vrai que mon drama est finalement une goutte d'eau dans ce qui vient de se passer. Mais bon, tel un inspecteur qu'on adore tous les deux, un enquêteur, mais Inspecteur Gadget? Non, Hercule Poirot, j'allais dire. On est fan quand même. Bon, bien qu'on aime bien Inspecteur Gadget. Mais bon, je vais vous relater tout ce qui s'est passé tout autour de ce jeu, donc Helldivers 2, jeu à service multijoueur, jouable à 4 en coop contre c'est du PvE, donc on joue contre l'environnement, et somme toute un jeu qu'on aime beaucoup tous les deux. On en fera très certainement une chronique incessamment, enfin peut-être pas tout de suite d'ailleurs, mais on en fera une chronique où l'environnement du coup est assez hostile, on se bat pour la démocratie, on doit
soit détruire des insectes, soit des robots, donc Starship Trooper ou Terminator, un peu pour ceux qui connaissent pas le jeu, ça vous donne un très bon visuel d'à quoi ça peut ressembler. Et donc, ce jeu exclusif PlayStation et PC est édité par PlayStation, ça a son importance, développé par Arrowhead Game Studio, il est sorti en février, le 8 février, et on le dit, Kira, surprise générale, hein, comme je l'ai dit pour nous, mais pas que pour nous quand même, parce que ça a été aussi une surprise pour PlayStation, je pense, pour les développeurs, pour les serveurs du jeu aussi qui avaient ramassé sec à cette période. Au début, oui, c'est clair. Ouais, au début, c'était compliqué, mais quelques semaines après, le jeu était stable, et il est stable. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Arrowhead Game Studio ont marqué un énorme succès. PlayStation avait enfin son Saint Graal avec un jeu à service qui cartonne. Sauf que, patatras, une décision prise durant le développement, c'est important quand même, hein, c'était durant le développement et annoncé dès la publication du jeu, le compte Steam devait être lié au compte PlayStation Network pour pouvoir lancer le jeu. Simplement, les développeurs au lancement du jeu n'avaient pas réussi à stabiliser cette fonctionnalité, donc elle est arrivée après. Et forcément, ce genre de fonctionnalité, quand elles arrivent après, les joueurs naturellement s'y opposent, je peux comprendre. Après, on parle quand même de 3 clics, hein. Il fallait se connecter ou créer un compte, c'est assez rapide, mais ça reste quand même intrusif, et la communauté de joueurs, j'ai le sentiment qu'on est tous un peu plus regardants sur toutes ces pratiques de valeur, de respect, de l'expérience, et donc la connexion obligatoire au PSN a fait une levée de bouclier énorme. Et en plus, ce qui allait se faire, c'est que les pays qui n'avaient pas le PSN, et il y en a quand même presque une centaine, hein, je crois, les joueurs pouvaient tout simplement plus jouer à Helldivers 2. C'est un scandale. Bah oui, c'est hyper chaud. Après, c'est pas des pays évidemment qui représentent le gros des ventes, parce que c'est du jeu joué en Europe et aux États-Unis principalement, ça cartonne là-bas, mais malgré tout, il n'y a pas de hiérarchie entre les joueurs, hein, quel que soit le pays, on a tous le droit au même traitement. Et donc là, la machine est lancée, les joueurs se sont coordonnés et ont lancé un review bombing donc sur Steam. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, Kira, ce qu'est le review bombing, anglicisme dégueulasse d'ailleurs, mais voilà. J'ai pas trouvé. En gros, le but, c'est de mettre des notes de merde pour faire descendre la moyenne du jeu, en fait, et ternir sa réputation, tout simplement. Mettre des critiques OSEF avec 1 étoile à chaque fois. Ça se fait beaucoup pour les jeux vidéo et le cinéma, essentiellement. Une des plus grosses review bombing qu'il y a eu pour le cinéma, c'était le Ghostbuster de 2016, qui avait été, je sais pas si tu te souviens, la bande-annonce YouTube la plus dislike, en fait. C'est à la sortie du film, les gens votaient en masse, en fait, sur des sites de critiques, style Rotten Tomatoes ou Sens Critique et tout, en mettant des notes pourries, quoi. Donc cette avalanche de mauvaises notes a fait son petit effet quand même, hein. Donc la note est passée de très bonne à extrêmement mauvaise, je crois. Donc on parle quand même de centaines de milliers de notes, hein. C'est du 300 000, 200 ou 300 000, je crois, sur la plateforme Steam. Donc c'est panique à bord totale. Là aussi, je pense que ça a surpris tout le monde. Donc le directeur du jeu, très actif sur les réseaux sociaux, était complètement désolé. Il était au bout de sa vie, le gars. Je lisais ses commentaires à chaque fois, il semblait vraiment dans la tourmente. PlayStation, tout de suite, a rétro-pédalé. Tout de suite. Toute cette histoire, quand même, c'est une histoire de 3-4 jours. Hein, donc ça s'est passé très vite, mais c'est vous dire quand même l'ampleur des dégâts. Et donc du coup, rétropédalage, Sony et PlayStation et les développeurs annulent, les joueurs ont obtenu gain de cause, tout ça finit bien. Malgré tout, moi j'aime pas trop la pratique du review bombing, je l'avoue, parce que elle est efficace, elle marque le coup, mais quand même, pour les développeurs, c'est extrêmement difficile, et parfois, les review bombing comme ça, c'est injuste. Elles proviennent de décisions d'éditeurs qui ne concernent pas forcément la qualité du jeu, les développeurs, l'aspect créatif, etc. Donc moi, c'est une pratique, je suis assez mitigé. Je la trouve efficace parfois, mais là, franchement, c'était un peu rude, mais en tout cas,
fin du drama, les choses sont retournées dans l'ordre et on peut se battre pour la démocratie dans un bon climat. Après, là où c'est juste abusé, c'est que ça s'est fait 4 mois après la sortie du jeu, même si ils étaient, entre guillemets, ils avaient soi-disant prévenu avant. Là où ça aurait dû être fait, c'est soit dès le début, soit pas fait du tout, en fait. Mais on fait pas ça 4 mois après, c'est ce genre de choses, bah forcément, le client se retrouve lésé et il sent la quenelle directement. Derrière, après, bon, je pense que Sony a fait ça aussi tout simplement pour l'écosystème PlayStation. Ça leur permet de mettre un pied dans le PC, ça leur permet de gagner les trophées, les choses comme ça, d'avoir un suivi. Après, c'est somme toute logique que ça arrive crossplay. En tout cas. Voilà, il y a déjà Microsoft qui le fait avec les jeux Microsoft. En tout cas, il y en a 2, mais ça arrive. Et donc oui, moi, disons que le mood ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est que ça arrive vraiment comme ça 3 plombes après, quoi. Et puis là, faire un rétro-pédalage derrière, bon, c'est aussi un peu ça ouvre la porte, on va dire, à tout et n'importe quoi derrière. Oui, donc c'est pour ça que, encore une fois, j'aime pas trop le review bombing, mais je comprends en tout cas que c'est... Ouais, moi non plus. Voilà, je comprends, j'entends, je comprends, je le ferai pas, mais j'entends. Et le message qu'avait posté PlayStation, donc je vais le lire très rapidement parce que je l'ai trouvé plutôt bien rédigé. Donc il dit: Fan d'Helldivers, nous avons entendu vos commentaires sur la mise à jour, la liaison des comptes. La mise à jour du 6 mai qui aurait nécessité la liaison du compte pour les nouveaux joueurs et les joueurs actuels le 30 mai n'aura donc pas lieu. Donc c'est jamais arrivé, hein. Ça devait arriver mais c'est jamais arrivé. Nous sommes encore en train d'apprendre ce qui convient le mieux aux joueurs PC. Vos commentaires ont été inestimables. Merci encore pour votre soutien. Continuez Helldivers. Nous vous tiendrons au courant pour les projets futurs. J'ai trouvé dans cette deuxième partie un petit mea culpa, un petit peu humble que j'ai trouvé plutôt bien. Et je pense qu'ils sont vaccinés, en tout cas j'espère pas que la vie leur reprendra. Après c'est un peu facile et c'est un peu de la langue de bois, je trouve aussi, parce que bon, il y a Steam qui avait proposé de rembourser les jeux aux gens, enfin ils sentaient vraiment la perte financière arriver, et c'est vrai que ils auraient pu dire ok on a merdé, mais là ça me paraît un peu léger quand même, hein. C'est un peu de la langue de bois. Peut-être qu'ils enverront un petit sac à dos PlayStation aux développeurs, on sait pas, on verra. Un petit sac à dos Helldiver avec des cafards dedans. Ça se fait à la concurrence en tout cas, donc peut-être. Donc ainsi se termine la partie news. Donc c'était assez rapide mine de rien. Donc on a parlé de 2 sujets quand même assez lourds, mais c'était assez rapide. Donc là ça permettait de les développer. Exactement. Donc là on va attaquer un petit test. Donc ça va être le test de Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch. Juste après la petite musique d'intro. Luigi's Mansion 3 est sorti le 31 octobre 2019 sur Nintendo Switch. Ça fait déjà quelques temps et c'est vrai que nous on est toujours premiers sur les nouveautés, donc c'est l'occasion. Luigi et ses amis sont invités à l'hôtel du repos éternel qui s'avère être un piège tendu par le roi Boo. Après que ses amis soient capturés, Luigi, aidé par son électro-chien et son électoblast, doit explorer l'hôtel étage par étage pour les sauver. Chaque niveau est rempli d'énigmes, de fantômes que Luigi doit surmonter avec courage et ingéniosité, surtout que c'est le plus froussard du duo, hein, il faut dire ce qui est. C'est ça qui est cocasse. Ouais, c'est ça qui est cocasse, tout à fait. L'objectif final étant de défaire le roi Boo et de libérer ses amis. C'est une aventure pleine de suspense, d'humour, de surprises, où Luigi se révèle être un héros inattendu dans un cadre à la fois charmant et effrayant. Alors Luigi's Mansion, moi le premier sur GameCube, c'était mon premier jeu de la GameCube. Quand j'ai acheté ma GameCube Day One à l'époque, j'avais eu ce fameux premier Luigi's Mansion et en fait je me rêvais un jeu SOS Fantôme à l'époque et c'était le jeu SOS Fantôme que je voulais en fait, hein. J'avais un aspirateur dans le dos et je pouvais aspirer des petits ectoplasmes et c'était quand même très très cool. Donc là le fait de me remettre dessus sur Nintendo Switch a été quand même un très très bon moment. L'univers de Luigi's Mansion 3 est très imaginatif, entre le style Chicago Art déco des années 30, tu sais que c'est un style que j'affectionne tout particulièrement, donc l'hôtel, les animations cartoonesques des fantômes, Alone in the Dark bien sûr. J'ai été très emballé par la direction artistique. Chaque étage de l'hôtel propose une nouvelle thématique, comme un luxuriant jardin, un studio de cinéma, une salle de concert. Il est impossible de s'ennuyer tant les situations s'enchaînent sans se répéter. Les combats de boss, par exemple, sont très nombreux et essaient constamment d'être originaux. Par exemple, affronter un pianiste virtuose dans une salle de concert est assez fun, avec les nombreuses patterns, toutes plus loufoques les unes que les autres.
Au niveau du gameplay, Luigi peut effectuer une multitude de tâches, ce qui renouvelle constamment le gameplay. En solo ou en coopération, donc c'est plutôt cool, je l'ai essayé avec 2 Joy-Con, chacun dans une main et tout, c'était plutôt sympa à jouer. Le plaisir est omniprésent. On peut aspirer, souffler, faire des attaques de zone, utiliser des débouches toilettes comme grappin, et révéler des éléments invisibles grâce à une lampe spéciale. C'est un peu une lumière noire. Oula. C'est non, la lumière noire, tu sais, genre Brigade du Sperme. Ah oui, celle qu'il faut pas emmener dans les hôtels, quoi, c'est ça. Celle qu'il faut pas emmener dans les hôtels, justement. Chaque pièce fourmille de mécanismes et de secrets activés. Découvrir des passages cachés et des objets enfouis est un vrai plaisir. L'hôtel en lui-même est un vrai plaisir à arpenter, où chaque secret fourmille de petits détails. Donc on voit toujours des petites scénettes en fond. On imagine un petit peu ce que faisaient les gens dans cet hôtel, dans ces étages. C'est très cartoon. C'est très cartoon, mais c'est vraiment, on a l'impression qu'il y a plusieurs jeux en un, même si le gameplay est toujours le même. C'est plutôt vivifiant, on va dire, de voir que, parce que le jeu est quand même assez long, hein, j'ai mis 40 à 50 heures pour le finir quand même. Et ça n'empêche que je me suis pas ennuyé une seule fois. En fait, je faisais des courtes sessions avec, c'est pour ça que j'ai mis du temps à le faire, mais je me suis jamais ennuyé. C'est stimulant. Et quand tu joues en coop, c'était stimulant, tout à fait. Et quand tu joues en coop, t'as ton Luigi, donc normal, et t'as aussi un Luigi en slime, en fait, qui va t'accompagner un petit peu. C'est ça le Luigi vert que j'avais vu sur des screens et tout. C'est ça. D'accord. Et du coup, quand tu joues en solo, tu joues que ton Luigi et tu peux faire venir le Luigi Slime, ce qui te permet de faire quelques énigmes avec des mécanismes, des choses comme ça. Et là, quand tu joues à deux, l'autre joue tout simplement le deuxième Luigi, en fait, ce qui est vraiment, vraiment sympathique. Au niveau de la durée de vie, donc je le disais, il faut compter environ 40 à 50 heures pour en voir le bout. Il y a un nombre faramineux de secrets cachés derrière des éléments de gameplay inédits, ou même des micro-scènes humoristiques, fait de Luigi's Mansion 3 un titre quand même vraiment long, et je m'y attendais pas. C'est vrai, quand j'ai vu les 40 étages, je me suis dit ah ouais, c'est quand même beaucoup, mais c'est vrai, arrivé à 20 étages, j'étais à un peu plus de 15 heures de jeu. Bon, c'est vrai que j'ai quand même pris mon temps, mais je pensais pas que j'allais passer autant de temps sur ce jeu-là. Quand je le compare à Luigi's Mansion premier du nom, où le jeu tu pouvais le terminer entre 6 à 10 heures maximum, là on peut dire qu'on en a pour son argent quand même. À côté de ça, l'humour décalé du jeu va jusqu'à se moquer du Virtual Boy. Tu te rappelles, la fameuse rouge, lunette de réalité virtuelle rouge qui était sortie avant. Donc c'est un concept qui était, on va dire, qui faisait rêver les gosses dans les années 80. Là, ils l'ont réutilisé en fait, et donc du coup, on va se retrouver avec un espèce de Virtual Boy que le professeur va nous fabriquer et qui nous permettra de retrouver, en fait, on va dire, notre chemin via la carte. On a un système de codec à la Metal Gear où on peut parler justement avec le professeur via ce Virtual Boy, donc ce qui est plutôt sympathique, et ça nous permet aussi d'avoir certaines références cinématographiques assez surprenantes. On a eu moi j'ai eu des clins d'œil à The Ring par exemple, ou même à Old Boy. Je sais pas si tu vois dans un jeu pour comme Luigi's Mansion. Est-ce qu'il y en avait à Ghostbuster du coup? Non. Le jeu est un hommage en lui-même peut-être. Voilà, le jeu est un hommage en lui-même, et puis dans le premier il y en avait un petit peu. Mais là en fait c'est tout le jeu, on peut dire que c'est un Ghostbuster. Du coup on va se retrouver avec une inspiration de plusieurs films et plusieurs jeux vidéo, et tout est lié justement via la communication avec le professeur et ce fameux Virtual Boy. Donc quand tu le mets, tu vois tout rouge et tout, c'est plutôt marrant. Il faudrait un crossover dans le cinéma avec Ghostbusters et Luigi's, qui débarque, ce serait rigolo. Alors moi j'aurais vraiment kiffé le passage où tu vas dans la fameuse salle de cinéma. J'aurais aimé justement avoir une image d'un simili ou une parodie de Ghostbusters. Ça aurait été vraiment drôle. Ils l'ont pas fait malheureusement, mais moi j'aurais vraiment kiffé. En termes de gameplay, c'est riche et varié, ça offre une expérience à la fois amusante et stimulante. Je vais vous donner quelques petits éléments clés. Donc on va utiliser notre fameux Poltergust G00, donc c'est l'outil principal de Luigi, un aspirateur modifié qui permet de capturer les fantômes. Il peut aussi lancer un plongeur avec une ventouse, donc le fameux débouche-chiottes, pour détruire des meubles ou se défendre contre certains ennemis. Donc il y a des ennemis, en fait, il va falloir leur tirer dessus pour pouvoir leur enlever par exemple leurs lunettes de soleil. De là, on va les éblouir et après on va pouvoir les aspirer directement. Donc quand on les aspire, on peut les secouer dans tous les sens et les frapper sur le sol pour les affaiblir encore plus. Et donc ça permet justement d'avoir un petit peu de combativité, un peu comme un jeu de pêche, tu vois, mais via un aspirateur et des ectoplasmes. On a le slam, donc pendant qu'on aspire les fantômes, Luigi peut, donc, comme je disais tout à l'heure, les frapper au sol, et au fur et à mesure, on va améliorer cette feature qui permettra de faire des dégâts supplémentaires. On pourra frapper les autres fantômes à proximité. Donc c'était plutôt marrant.
On a le burst, donc c'est quand plusieurs fantômes attaquent Luigi, on peut utiliser cette feature également, ce qui permet d'envoyer une espèce de pression d'air, tu sais, comme la force dans Star Wars, qui repousse les fantômes et qui permet de sauter aussi par-dessus certaines attaques ou par-dessus certains objets. On a le Stroll Bulb, donc c'est une lampe de poche de Luigi équipée donc d'une forte lumière qui permet d'étourdir ses ennemis directement, et la fameuse Dark Light, comme je le disais tout à l'heure, ça révèle les objets invisibles ou même des fois certaines inscriptions sur les murs ou certains tableaux, ce qui permet de récupérer des cristaux. Donc c'est plutôt bienvenu et c'est assez intéressant parce qu'en fait sur 40 heures, on peut se dire qu'on va s'ennuyer, mais non, tout ce gameplay là arrive au fur et à mesure, c'est suffisamment distillé de manière cohérente sans que ce soit rébarbatif en fait. Et c'est pas compliqué de passer de l'une à l'autre fonctionnalité comme ça régulièrement ? Non, ça se fait directement avec les touches du pavé directionnel ou avec les petites gâchettes en haut, donc c'est très très facile. Oui, c'est intuitif parce qu'en fait, au final, Luigi fait juste avancer et aspirer, et après, tu vas te servir des gâchettes pour balancer tes ventouses ou aspirer, recracher, ou même tout simplement avec le stick droit, tu peux sortir ton Luigi Slime de ton aspirateur pour qu'il puisse se balader, et là, tu vas sweeper de personnage directement. Donc, ce qui est plutôt marrant pour certaines énigmes, il y en a un qui va rentrer dans une pièce via les canalisations. Le slime, il arrivera de l'autre côté, de là, il va pouvoir appuyer sur un interrupteur. Toi, tu vas arriver, donc tu vas l'aider à capturer un fantôme, et des fois, on peut se retrouver à deux en train de capturer le même fantôme, ce qui est plutôt marrant. Mais il n'y a pas d'intelligence artificielle qui le joue en fait. Quand tu joues en solo, tu joues les deux personnages. Ah ouais. Donc ça t'oblige de switcher de l'un à l'autre en fait. Au niveau de la bande son, donc c'est tout simplement, moi j'ai trouvé tout simplement impressionnante. Elle contribue grandement à l'atmosphère du jeu avec des morceaux qui varient entre l'amusant et le sinistre par moment. Ça m'a beaucoup fait penser à Grabbed by the Ghoulies, un vieux jeu Xbox où on était dans un manoir hanté avec tout ce genre de musique folklorique de maison d'horreur, donc qui ressort, mais avec des thèmes légèrement réorganisés pour avoir la patte Nintendo et la patte Mario. Donc le fameux thème principal que vous avez entendu tout à l'heure est un morceau emblématique qui capture parfaitement l'essence du jeu avec des mélodies qui évoquent à la fois l'aventure et le mystère. Ces éléments de gameplay et ces exemples musicaux ne sont que quelques aspects qui rendent Luigi's Mansion 3 si spécial. Le jeu offre une expérience immersive qui est à la fois engageante et divertissante avec des défis qui gardent le joueur toujours sur leur garde et une bande-son qui enrichit chaque étape de l'aventure. Néanmoins, j'ai trouvé le jeu quand même très facile. Ah oui. Je me suis pas, j'ai dû perdre une ou deux fois grand maximum parce que je suis tombé comme un nigo dans un trou et je me suis empalé sur des clous ou des choses comme ça. Mais j'ai vraiment pas trouvé le jeu difficile. Je me suis vraiment baladé pendant toute la durée et c'est peut-être ça qui m'a manqué un petit peu en fait sur ces 40 heures, c'est un petit peu de challenge. Donc au niveau des plus et des moins, donc moi j'ai noté en plus l'hôtel forcément que j'ai trouvé juste fantastique à arpenter. Luigi qui est un personnage qui est plutôt marrant, c'est un peureux, il est couard, on l'entend sangloter, on l'entend râler tout du long, voilà, il claque des dents, il va essayer de chanter pour s'occuper l'esprit, ou alors il va appeler le professeur via le Virtual Boy et lui dit mais t'as pas autre chose à faire? Non mais c'est juste que j'ai un peu peur en fait, donc j'ai besoin de parler à quelqu'un. Très attachant. Donc voilà, il est attachant et c'est plutôt cool. À côté de ça, moi j'ai trouvé les musiques très très bien, le gameplay très cool également, et le bestiaire, c'est vrai que le bestiaire se renouvelle sans cesse et certains boss sont vraiment très très bien. Et au niveau des moins, peut-être un peu long, c'est vrai que 40 à 50 heures pour un jeu comme ça, je pensais pas, surtout sur de la petite session. Moi je faisais de la petite session d'une demi-heure, 1 heure à chaque fois, donc autant dire que ça m'a pris du temps, et vraiment vraiment trop facile. En conclusion, Luigi's Mansion 3 est une aventure sympathique et fantastique qui place son héros dans un cadre très très mignon en fait, hôtel art déco si vous êtes plus ou moins sensible à ce type d'ambiance. On va retrouver des énigmes sympas qui sont quand même assez ardues par moments, de l'humour, un univers rigolo et assez captivant. Je vous le recommande vivement si vous voulez plonger dans cet hôtel hanté avec Luigi, et si vous aimez tout simplement jouer à Ghostbusters. J'aime beaucoup aussi moi cette licence Luigi's Mansion, j'ai fait que le 1 et ça a été pareil mon premier jeu de GameCube, et c'est là où je trouve que Nintendo a fait un tour de force. C'est que des deux héros qui normalement Luigi ça servait juste de deuxième joueur et un swap color en fait, juste un autre costume. C'est ça. Ils ont réussi à créer tout un univers, tout un lore autour de lui. Lui c'est plutôt le survival horror mignon quoi, un gentillet mais basé sur l'horreur avec ses propres musiques, ses propres codes, ses gameplays, tout en se détachant complètement de Mario.
On peut aimer Luigi's Mansion sans adhérer totalement à l'univers de Mario et ses champignons. Donc c'est vraiment une très belle licence. C'est un exemple en tout cas de ce que peut donner un univers étendu quand tu vas chercher des persos secondaires et que tu leur fais leur propre jeu. Donc ouais, très très belle licence. Je suis d'accord avec toi, et j'ai remarqué ils sont en train de faire pareil avec Peach, du coup, le Princess Peach aussi, qui va avoir un gameplay différent, une ambiance différente. Et c'est à se demander s'ils vont pas faire plusieurs spin-offs, du coup, sur tous les personnages secondaires. Moi, je trouve ça plutôt cool, parce que je suis pas vraiment sensible à l'ambiance Mario de base. C'est vrai que j'ai bien aimé Mario à une époque. Mario Sunshine est un de mes préférés, par exemple. Et depuis Mario Sunshine, j'ai pas beaucoup touché à un Mario. Et même le Mario Wonder, que je trouve très joli, m'emballe pas plus que ça à cause de tout ce qui est niveau musicaux. Mais là, Luigi's Mansion, je me suis senti un peu chez moi, tu vois, dans des petits chaussons douillés, avec une petite ambiance cosy. Et non, c'était vraiment un plaisir de jouer à ce jeu. Ainsi se termine mon test, donc c'est parti pour ton sujet hors sujet. Est-ce que tu nous as sélectionné une musique avant de lancer la critique ? Tout à fait, je vais faire ma petite intro et je vais vous laisser avec une musique à deviner. C'est une musique de jeu vidéo connue. La dernière fois j'avais sorti une musique de jeu vidéo, mais elle était un peu hard, j'avais que 2-3 personnes qui l'avaient trouvée. Là normalement celle-ci vous allez la voir, donc si vous trouvez sur le formulaire du site, sur les réseaux, bref, n'hésitez pas. Donc là on va parler de Délivrance, la bande dessinée éditée chez Glénat. Encore Glénat, j'avoue c'est un peu nos chouchous, mais on fait pas de favoritisme, mais c'est que en vrai les BD sont vraiment très cool, et celle-ci faisait partie d'une de mes grosses attentes de l'année. Elle est sortie il y a quelques semaines. L'auteur et dessinateur s'appelle Kim Gérard, et on est sur une bande dessinée roman graphique, parce qu'il y a très peu de texte en fait qui ira, c'est beaucoup de dessins à regarder. Nous l'aborderons d'ailleurs, et le format du coup, si vous allez dans les rayons de bande dessinée, vous allez forcément le voir parce la couverture est rose. C'est un très gros bouquin. On voit un visage vu de côté tuméfié de sang, et au sommet de son crâne, il a des petites pousses de plantes, tu vois, comme si il avait une plante qui lui germait au-dessus de la tête. Donc c'est une bande dessinée d'horreur, science-fiction, post-apocalyptique, aussi intrigante que mystérieuse, et on va plonger ensemble dans cet univers justement par cette musique que je vous ai mis, qui a un rapport avec le jeu vidéo. Enfin bref, vous verrez. Donc ça fait envie en tout cas. On vous laisse avec la petite musique. L'histoire. Et l'histoire, en fait, si je peux la résumer en un mot, c'est le mystère, comme vraiment toile de fond. Parce que c'est ce qui est à noter tout de suite avec cette œuvre, c'est que cet univers n'a aucun code que nous connaissons. Et c'est volontairement déroutant, je pense. Après, je suis pas dans la tête du créatif, mais bon, ça fait aucun doute pour moi, parce qu'on commence direct en fait avec deux personnages qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas ou peu de civilisation, il n'y a pas du tout de contexte, on nous décrit pas ces personnages, c'est au fur et à mesure de l'aventure qu'on va comprendre qui ils sont et leurs liens entre eux. Et on plonge dans une terre désolée. Mais vraiment désolé, pas comme dans la série Fallout, c'est vraiment désolé. Et pas désolé, ils sont désolés quoi. Non, enfin peut-être qu'ils sont un peu désolés, parce que c'est chaud ce monde-là, tu verras. Il y a pas de végétation déjà. Il fait tout gris. La mort, elle rôde à tous les instants. Bien que, je dis la mort, en fait dans ce monde on ne peut pas mourir. Donc on se dit tiens, plutôt cool, on peut pas mourir. Sauf que à la place de mourir, on sombre dans une folie meurtrière de violence qui nous fait perdre tout contrôle. Et ça pour toujours. Et on peut pas se tuer. Donc, je pense que la menace est finalement pire que la mort. C'est un petit peu le message qu'il y a derrière aussi. Et donc, on suit deux frères et une femme cherchant un oasis de paix qu'elle aurait vu ou eu dans des visions, cette femme. Donc, j'en dis pas plus, évidemment. Mais la dernière clé, quand même, pour épaissir un petit peu le mystère, c'est que le remède à ce mal qui peut nous transformer en oublié, donc on perd toute conscience, c'est la violence physique comme remède. Donc j'en dis pas plus, mais c'est assez hardcore en termes de propos, mais c'est extrêmement bien ficelé. Donc vous l'aurez compris, c'est une œuvre assez violente, mais c'est pas une violence gratuite, c'est justement un style
qui porte son propos. C'est brut, c'est sobre, mais c'est voulu. C'est pour donner du corps, de l'épaisseur au message que la BD nous transmet. Et donc je le parlais un petit peu en introduction, mais ce qui est frappant et captivant, c'est que c'est la rareté des dialogues et des mises en situation. Donc tout est toujours visuel finalement, ce qui nous donne une certaine... moi j'ai une certaine frénésie, si je puis dire, dans l'appropriation de l'œuvre, parce que en fait on regarde les images, on tourne les pages, on enchaîne. Il est très épais, hein. Et en fait moi je me suis retrouvé à être plongé dans l'action, à avoir un rythme assez frénétique même pour tourner les pages. Et comme nos personnages sont dans une sorte de fuite en avant, j'ai trouvé que l'auteur a réussi à matérialiser, si tu veux, au travers de son style, plonger le lecteur dans cette course, et on était avec ses héros. Enfin, tu vois, moi je tournais les pages, on avançait vite. Enfin, c'est très, comment je peux dire, c'est très, il y a du rythme, tu vois, c'est très rythmé, on avance. Ouais, carrément. Il y a urgence finalement dans Délivrance, parce que comme je dis, il y a ces héros que l'on suit qui ont un mal qui les touche, qui touche tout le monde, et eux doivent aller atteindre ce fameux oasis qu'ils imaginent. Donc ouais, c'est assez bouleversant pour ça, en tout cas le rythme que ça procure. Et au-delà du rythme, donc il y a son propos. Donc comme je disais, les thèmes abordés sont très simples mais efficaces. En fait, c'est des héros qui rêvent d'un idéal, avec la violence à leur trousse et l'inconnu. On ne sait pas si ce qu'ils vont chercher déjà existe, et s'ils vont évidemment y arriver, s'ils vont pas finir maudits comme beaucoup d'autres. Et au niveau de l'esthétisme, et cela a son importance, je trouve, dans un roman graphique. Nous avons ici de quelqu'un de très talentueux, je trouve. Il est graphiste de métier d'ailleurs, donc je pense que franchement ça aide. Il est illustrateur, j'ai regardé un petit peu sa bio sous un autre nom, Kim Roselier. Et cela se voit, il est vraiment très fort. Le dessin est magnifique, ça valorise complètement la mise en scène, complètement le propos. Comme je vous dis, il y a des scènes assez violentes qui sont brutes, mais le dessin renforce encore plus ce que l'on voit. Et petite anecdote, fun fact. Alors je sais pas si, tu connais certainement, Kira, cinéphile comme tu es, mais il y a un film de David Fincher, je crois qu'il s'appelle Manque, le film, quelque chose comme ça. Oui, qui est sorti sur Netflix avec Gary Oldman. Lui, il a fait l'affiche de ce film, tu vois, pour Netflix. Dans son métier de graphiste, c'est lui qui a fait l'affiche du film. Alors, est-ce que j'ai des réserves par rapport à cette œuvre ? Bon, je l'ai dit un petit peu en préambule, c'est pas une œuvre à mettre entre toutes les mains. Si les thèmes que j'ai évoqués, c'est des thèmes sur lesquels vous êtes plutôt familier et qui ça vous branche, là c'est clairement une vraie pépite, au contraire. Mais si vous fuyez la violence ou les œuvres un petit peu dérangeantes qui sont sans compromis, bon évidemment là c'est pas, offrez pas ça à Noël à votre petite nièce qui a 10 ans, quoi, sinon c'est un peu tendu, quoi. Ça risque, vous allez vous embrouiller avec ses parents, quoi. Mais en tout cas, dans ma bouche, c'est vraiment un compliment, parce que c'est une œuvre qui s'assume, qui a pas de compromis, comme je dis, qui va au bout de son message. Et ça, c'est souvent les œuvres qui marquent le plus, tu vois, qui ont un parti pris vraiment assumé. Et ça, c'est beau. Aussi, c'est une BD, je trouve, qui fait écho à d'autres œuvres. Donc Fallout, je l'ai cité avec Les Terres Désolées en plaisantant pour la série, mais aussi parce qu'il y a Les Oubliés, comme je dis, quand le mal nous atteint vraiment dans ce monde et qu'on perd conscience, ça me fait penser aux ghouls dans Fallout, qui perdent aussi la conscience, qui deviennent puissantes et immortelles, qui deviennent folles. Complètement folles. Ouais. Donc tu vois, il y a de ça. Aussi, ça me fait penser à The Last of Us, mais ça, je développerai pas trop d'éléments d'intrigue, mais voilà, en tout cas, il y a un personnage, Icar, qui me fait penser à Joël, qui est tant aimé dans cette saga. Ensuite, saga que tu adores, Mad Max, surtout au travers des fils de Sad, donc c'est une tribu cannibale, rien que ça, qui course nos héros. Et en fait, ils ont des traits assez coutumiers, tu vois, de cette ambiance Mad Max, et ça fait forcément penser à cette saga de post-apo qu'on adore. Et aussi derrière, en fond, il y a des messages un petit peu écologiques, comme ça fait souvent écho dans les œuvres aujourd'hui, mais comme la nature comme solution à nos mâles, tu vois, il n'y a pas que l'écologie, ça centre vraiment sur la nature. Okay. Et en ça me faisait penser à Princesse Mononoke dans les messages que ce Ghibli transmettait. Donc bref, une œuvre tout à fait dans son temps, en tout cas, qui s'inscrit dans nos éléments de pop culture qu'on aime tant, avec des thèmes pas familiers, enfin, voilà, vous serez pas dépaysés. Donc en conclusion, au-delà de la beauté de l'album, sa couverture et son style de dessin, c'est une BD à ne pas manquer,
qui est sans concession, qui traite de notre rapport à la violence, à l'amour fraternel, à la quête de l'idéal et enfin notre rapport à la mort. Et tout ça sans ou presque de bulles de dialogue, ou de mise en situation, ou de cases à lire, comme je le disais. Donc tout cela est traité sans un mot ou presque, donc je vais conclure avec autant de sobriété que possible pour rendre hommage à cette œuvre. Entreprenez ce voyage vers délivrance, vous ne serez pas déçus. Ça a l'air sympa, ça fait envie, dit comme ça, ce côté retour à la nature, la folie, l'immortalité, c'est des thèmes qui peuvent marcher en tout cas, et c'est vrai que j'aimerais bien voir à quoi ressemblent les dessins de cette bande dessinée. Il faudrait que tu les publies sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vraiment, je publierai toute cette semaine là de diffusion du podcast. Vous pouvez aller voir ça sur notre Twitter, sur Facebook, sur notre site web aussi. J'ai déjà enchaîné du coup sur les réseaux sociaux. Vas-y, tant qu'on y est, fais un petit point réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, je l'ai dit, Twitter, Insta, Facebook, le site web, le formulaire du site. Du coup, vous pouvez nous contacter dessus. C'est la garantie d'une réponse. Ça, c'est un beau slogan quand même pour notre site web. Et pour le comptoir des auditeurs, est-ce que tu as noté des big ups, toi ? Non, j'ai pas fait mes devoirs comme d'habitude, mais je suppose que toi tu l'as fait. Oui, bien sûr. Alors je l'ai fait, mais j'ai un doute. Donc peut-être qu'il sera cité 2 fois. J'ai un petit fichier Excel où je note les gens que je dois citer. Mais donc cette personne, Stone, de son pseudo, qui est fan de STR. Il nous écoute dans les trajets en voiture vers son boulot et il nous dit de ne pas oublier de nous reposer. Donc peut-être que je t'ai déjà cité mais que j'ai zappé parce que je t'ai pas supprimé mon fichier Excel. Donc voilà, peut-être que tu as la chance d'être passé 2 fois. Mais en tout cas très gentil, très sympathique. Et il y a eu Guvec, Guillaume précisément, il a fait quelque chose de très bien. Le meilleur moyen de nous soutenir d'ailleurs, c'est mettre 5 étoiles sur l'application de podcast Apple Podcast ou Spotify ou les autres. Et il a mis sur Apple Podcast, on peut mettre un petit commentaire. Donc je le cite: merci à vous deux pour cette heure hebdomadaire d'évasion, jeux vidéo, séries, cinéma, manga, BD, tout y passe. Vous égayez ma route le vendredi soir lorsque je vais récupérer les enfants. Encore merci et continuez à nous donner envie et de nous conseiller si bien. Donc voilà, ça fait grave chaud au cœur, merci. Ça fait plaisir, oui, merci. Merci à toi. Ouais, oui, c'est vrai que ça fait plaisir. Comme on le disait à chaque fois, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et on a aussi de plus en plus de retours, en tout cas. Et c'est vrai que maintenant, on sent comme une certaine pression de vouloir bien faire, de toujours vouloir faire mieux. Donc c'est marrant, ça change. On a l'impression d'être responsable maintenant. On est devenus des gens responsables, Sid, tu te rends compte ? C'est ça, c'est fou. Pour toi, c'est déjà le cas, mais moi, tu te rends compte ? Je te laisse le mot de la fin. Tu comptes faire quoi la semaine prochaine ? La semaine prochaine, je suis en test. Ah oui, si, Final Fantasy VII Remake. Donc j'attaque je continue dans ma lancée des Final Fantasy VII puisque je sors de Crisis Core. Ton petit fil rouge. Donc je ferai remake, voilà, petit fil rouge. Moi normalement, je vais faire la planète des singes. J'ai commencé à écrire des trucs tout à l'heure. Je me tâte à y retourner une 2e fois, donc je vais voir en tout cas. Mais oui, je pense que ce sera la planète des singes. Du coup, le nouveau royaume. Enfin, j'aime pas ce titre français. Je préfère le titre américain. Mais ça sera mon sujet hors sujet. Ainsi se termine notre émission. Moi, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Jouez à des jeux vidéo, regardez des films, lisez du coup des BD. Je te laisse le petit mot pour le au revoir. Et puis, moi, je vous dis ciao. Merci encore une fois à toutes et à tous. Merci de votre soutien indéfectible. Ça nous fait, comme tu l'as dit, chaud au cœur. Et puis, excellente semaine à vous. Et comme vous êtes nombreux sur la route à nous écouter, soyez prudents, prenez soin de vous. Klaxonnez à chaque fois que vous nous entendez. T'imagines. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao.